Bonsoir à tous. Eh bien, merci d'être venus à cette rencontre de l'atelier. Merci à Benoît Boritz de bien vouloir nous apporter ses connaissances et des éléments de réflexion. Benoît Boritz est journaliste, essayiste, et c'est aussi un militant cofondateur de l'association Autogestion. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Vers la démocratie économique, Coopérative contre capitalisme, Travailler autrement, les coopératives. Vous pourrez à la sortie trouver et acheter ces ouvrages qu'il se fera, je pense, un plaisir de vous dédicacer. La devise de l'atelier, vous le savez, et elle est derrière nous, là, en commun, nous pouvons changer la société. Et c'est pourquoi le thème abordé ce soir revêt une importance particulière. Aujourd'hui, si on en croit les chantres du capitalisme, le salut viendrait notamment des start-up qui favoriseraient l'émergence des premiers de cordée, qui se hisseraient vers le sommet pendant que les citoyens, la masse des citoyens, les gens de rien, continueraient à piétiner dans la précarité. Alors on peut se demander, face à cette triste image, d'où peut venir la solution? Est-ce que c'est d'un homme providentiel, d'un gourou, d'un parti politique? Eh bien, dans un article paru dans Regard en 2014, Benoît Boritz répond à la question. Une véritable logique de la transformation sociale est que nous devenions tous acteurs de nos propres vies. Ceci signifie une généralisation de la démocratie à tous les niveaux, dans l'entreprise et dans la cité. Ceci signifie qu'il n'y a plus d'actionnaires à nourrir, à défaut de les gaver. Ceci signifie développer la coactivité de tous dans la solidarité. L'étranger n'est plus un parasite qui va siphonner les recettes de l'État social, mais un être humain qui est capable d'apporter son travail et sa richesse à la communauté. Vous ajoutez dans la phrase suivante, vaste programme. Effectivement, c'est un programme, et bien ce soir, justement, nous comptons sur vous pour nous aider à réfléchir sur les rôles que peuvent avoir les mouvements citoyens pour la mise en œuvre de ce si vaste programme. Oui, bien écoutez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci aux organisateurs de l'atelier de me réinviter à Montluçon aujourd'hui pour débattre d'une question qui est quel rôle peuvent avoir les mouvements citoyens pour œuvrer au changement de société. Alors, je précise que cette soirée est conçue dans un cycle beaucoup plus large qui a commencé, je crois, en septembre avec Olivier Maillan, sur lequel vous avez parlé du syndicalisme. Ensuite, elle s'est poursuivie avec Pierre Zarka qui a interrogé la dernière séquence électorale et les potentialités des partis. Vous m'avez demandé aujourd'hui de débattre avec vous du rôle que peuvent avoir les mouvements citoyens pour œuvrer au changement de société, et nous allons nous retrouver tous ensemble, donc Olivier, Pierre Zarka et moi-même, le 16 novembre pour, je ne dirais pas conclure, mais arriver à faire un point d'étape sur la question du mouvement politique, de l'organisation politique pour aller vers ce changement. Alors, vous m'avez interrogé sur la question des mouvements citoyens. Je vais tenter d'abord de définir ce qu'est un mouvement citoyen, comment on peut le définir. Bon, je le dirais
une définition relativement simple, basique, ce sont des citoyennes, des citoyens qui se mettent en mouvement et qui s'organisent démocratiquement en vue d'un résultat. Alors là, je viens de prononcer le mot démocratie. Pourquoi c'est pas un hasard? Pour moi, d'abord, c'est un principe. Un principe qui est le principe de la délibération sur la base d'une personne, une voix, ou plus exactement, une délibération qui veut que, je dirais, la position d'une personne vaille autant que la position d'une autre personne. Alors ça n'a aucune implication, je dirais, sur les méthodes de prise de décision dans le mouvement. Je veux dire, on peut avoir des prises de décision à la majorité simple, mais on peut vouloir des choses beaucoup plus sophistiquées du type majorité qualifiée, parce qu'on estime que c'est dommage qu'il y ait une grosse minorité qui soit mise de côté. On peut aussi aller vers une recherche de consensus dans le mouvement. On peut dire, écoutez, lorsqu'une question se pose, on va essayer de répondre à cette question en rassemblant le plus de personnes possible, et ça peut vouloir dire modifier d'ailleurs la question à un moment donné, la reposer autrement, faire une proposition différente. Et puis à partir de là, on peut dire, les règles, c'est peut-être une règle de consensus total dans lequel tout le monde doit être d'accord, ou quand on est, notamment lorsque le mouvement est relativement large en nombre de participants, peut-être avoir plus une majorité, une forte majorité. Si je vous parle de ce critère démocratique, c'est qu'à mon sens, il est essentiel dans le mouvement citoyen. S'il n'y avait pas cette règle, on pourrait dire, finalement, si ce soir on se réunit à 3, 4, 5 ensemble, on avait parlé des startups tout à l'heure, et puis on va faire une petite aventure entrepreneuriale. En soi, une aventure entrepreneuriale peut être un mouvement citoyen, on va y revenir. Mais dans lequel notre objectif, c'est l'argent qu'on a mis ensemble, en récolter plus, on ne sera pas sur la règle d'une personne, une voix. On sera sur la règle de si j'ai mis $10 et que vous en avez mis 100, vous allez avoir 10 fois plus de pouvoir que moi. On n'est pas dans une logique de mouvement citoyen, là, dans ce cas présent. Donc, pour bien différencier, bien entendu, les d'autres. Et puis, autre caractéristique de la démocratie dans ces mouvements citoyens, je crois, c'est un petit peu l'aspiration à la démocratie directe. C'est très franchement, et on va y revenir sur les différents mouvements citoyens, le fait de dire la démocratie représentative dans laquelle on élit des représentants qui feront ce qu'ils voudront sur une période donnée de temps, c'est quelque chose qui ne satisfait plus, c'est un facteur de crise, c'est quelque chose qu'on n'accepte plus. On en a assez d'une certaine délégation et on veut et on aspire à ce qu'en permanence les décisions soient prises en étant, je dirais, consultées, en ayant son mot à dire sur l'ensemble des décisions. Donc une aspiration très très forte à la démocratie directe. Alors ces mouvements, quels sont-ils? Alors, j'ai réfléchi à la question et j'en ai, regroupé en 8 familles, en quelque sorte. Certains mouvements qui sont très très actuels et d'autres qui au contraire sont très anciens, qui peut-être périclitent, sur lesquels on doit s'interroger. Bon, il y en a 8. Peut-être que le débat fera qu'on en trouvera d'autres qui se rattacheront à cette catégorie, ou alors peut-être une autre catégorie qui est oubliée. Je dirais là-dessus, le débat est ouvert, mais je pense que scanner ces 8 familles de mouvements me paraît intéressant pour donner un petit peu, pour avoir le contenu du débat, de quoi on parle aujourd'hui. Et surtout répondre à la question de œuvrer au changement de la société. Alors, ces mouvements, quels sont-ils? Le premier que je vais citer, pour moi, c'est en quelque sorte la section syndicale qui conteste le pouvoir patronal dans l'entreprise. D'accord ? Là, on voit bien qu'on a le duo démocratie, je dirais, des travailleurs contre un pouvoir patronal, et on parle de démocratie actionnariale, et je vous ai montré que c'est tout sauf une démocratie, justement. Comment on fait du syndicalisme? Je dirais que la façon dont on le fait est aussi importante. Soit on privilégie, bien entendu, les assemblées générales décisionnaires des travailleurs, ou on travaille plutôt dans l'esprit de conserver sa boutique syndicale. Et ce sont deux approches qui sont effectivement relativement différentes. Dans un premier cas, on va bien aller vers un mouvement citoyen, dans l'autre, pas vraiment. Autrefois, je dirais que l'action syndicale d'entreprise se concevait dans le cadre, en quelque sorte, d'un grand soir, d'une transformation sociale généralisée de la société.
Aujourd'hui, je dirais, les choses ont changé. Le Grand Soir, on le remise un petit peu à demain, peut-être avons-nous tort d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est plutôt de la transformation qu'on fait dans l'entreprise. Et il y a un phénomène qui est très très nouveau, que je vais y rattacher, c'est la question de la reprise des entreprises par les salariés. Ça, c'est quelque chose qui est très neuf dans ce mouvement qui finalement est assez ancien, mais que je rattache, qui pour moi fait toujours partie de la première catégorie de mouvement. Et là, quand ils reprennent, il y a différentes solutions, mais qui sont tous intéressantes. Il y a différents cas de figure. Il y a la lutte sociale. C'est je conteste la fermeture de l'unité de production, je me mets en grève, j'occupe. Et puis ça donne des conflits qui ressemblent schématiquement à celui de Pilpa à Carcassonne, qui a donné naissance à la Fabrique du Sud, la SCOP, la coopérative de travailleurs de la Fabrique du Sud, ou alors les Fralib à Marseille qui ont donné naissance à Scopti, comme vous le savez. Mais il y a aussi d'autres cas. Il y a les cas de reprise au tribunal, tout simplement, soit parce que la société a été liquidée, parce que peut-être elle allait mal, ou d'autres cas de figure, elle est partie d'un groupe qui vend, etc. Et là, les salariés, effectivement, se mobilisent pour trouver une solution et reprendre. C'est schématiquement le cas qu'on connaît dans la région dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est le cas de la librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand, où le groupe Chapitre a déposé le bilan et les salariés, avec leur section CGT d'ailleurs, se sont mobilisés pour faire un plan de reprise et ont repris la librairie sous forme coopérative. Petite très bonne nouvelle d'ailleurs, très récente, que j'ai apprise il y a 2-3 jours, et ils ont sauvé une librairie qui allait fermer et être abandonnée à Riom. Donc à côté, et c'est une coopérative qui marche très bien, qui a réembauché et qui donc maintenant sera présente à Riom. Donc une bonne nouvelle que je voulais apporter ce soir, si vous ne l'aviez pas déjà. Et puis la dernière cas de figure, c'est un cas de figure plus... c'est celui de la transmission. Alors là, c'est celui de PME, dont le fondateur va s'en aller. Et puis il n'a pas de repreneur, ou il a un repreneur mais ça ne lui va pas, il a envie que ce soit les salariés, là, ils s'entendent sur un prix. Alors je me garderai d'avoir toute opinion sur la question de ce prix de transfert, mais toujours est-il que à un moment donné, on a une majorité de salariés qui décident de reprendre et finalement de travailler sans patron. Et c'est là qu'effectivement, on parlait d'entrepreneuriat tout à l'heure. Là, c'est un entrepreneuriat, c'est vrai, a une caractéristique citoyenne, c'est un mouvement citoyen qui se forme. Et au-delà, je dirais, de ça, c'est vraiment la vision d'une autre société à une échelle microéconomique qui s'affirme d'un entrepreneuriat en quelque sorte sans patron, sous la forme d'une coopérative. Alors une coopérative, je l'ai dit, je l'ai redit, c'est une rupture par rapport à l'existant. On est sur la règle, je dirais que ce qui prime dans une coopérative, c'est l'objet social, pourquoi on est réunis, et que de ce point de vue, le capital, qui existe toujours, il est second par rapport à l'objet social, à l'inverse d'une société de capitaux. Société de capitaux, on se réunit pour faire de l'argent. Donc c'est ça, et l'objet social, c'est le moyen qui va nous permettre d'avoir plus d'argent. Non, on a un rapport inverse, ce qui signifie qu'on a une rémunération limitée du capital, ce qui signifie qu'on a des prises de décision sur la base de une personne, une voix. Donc c'est une rupture. Mais en même temps, le capital est toujours là. C'est quand même une limite. Et l'expérience nous a montré, je ne développerai pas, mais qu'en cas de réussite, la coopérative, le capital commence à se faire réentendre aussi, parfois, et à transformer à nouveau la coopérative dans un autre sens. Donc c'est une solution de rupture, c'est une solution aussi partielle, qui ne peut pas s'envisager seule, sans d'autres mouvements que nous allons voir. Alors, le deuxième type de mouvement social, c'est historiquement la fédération et la confédération syndicale. D'accord ? Et là, on est typiquement au départ dans le Grand Soir, avec l'objectif d'une transformation sociale. On a eu, c'est vrai, contre ça, l'introduction d'un certain syndicalisme. Ça a été le syndicalisme CFTC contre la CGT. Et fort heureusement, je dirais la CFTC est une organisation qui a énormément évolué, qui à un moment donné s'est réinscrit, elle aussi, par sa transformation en 64 en CFDT, en syndicalisme déconfessionnalisé, mais surtout vraiment de lutte de classe. Et je fais surtout référence à la période d'Eugène Descamps,
Ça, c'est important. Donc, on voit que cet aspect syndical est important. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une situation dans laquelle les effectifs syndicaux sont quand même largement en baisse. Il y a aujourd'hui des pertes de perspectives. Je crois qu'Olivier Maillan vous en a parlé il y a 2 mois maintenant, en septembre. Il contestait le fait que sa propre centrale syndicale, d'après ce que j'ai cru compris, n'avait plus tellement de perspectives transformatrices, et puis était plus en contre ce qui existe. Je crois que tout ça nous montre qu'il y a un besoin très très net pour ces confédérations, pour renaître, d'avoir une vision politique, une vision de transformation de la société, politique au sens non partidaire du terme, au sens transformation de la société. Voilà, alors est-ce que c'est, je dirais, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, le contre-exemple du mouvement social? Ça, c'est une question à se poser, mais c'est un mouvement social qui a impulsé, à un moment donné, de très très grandes mobilisations. Il suffit de se souvenir, je dirais, des mobilisations de 95, souvenir contre aussi le contrat premier emploi, le CPE, etc. Donc, il faut se souvenir. Donc, ce sont des mouvements sociaux qui peuvent renaître à d'autres moments. Troisième type, c'est ce que j'appelle le mouvement des places. Alors ça, c'est quelque chose qui est tout à fait neuf. Ce n'est pas quelque chose qui remonte au 19e siècle, ni même au 20e. On les a trouvés dans le monde arabe. On les a trouvés la place Tahrir au Caire. On les a trouvés dans d'autres mondes, la place Taksim en Turquie. Là, on sort du monde arabe, bien sûr. On le retrouve aussi aux États-Unis avec Occupy Wall Street, à Athènes avec les mobilisations de la place Saint-Arma, à Madrid avec le mouvement 15M, le 15 mai, et puis chez nous en France c'est apparu il y a 18 mois à peu près, avec le mouvement Nuit debout. Je dirais que ces mouvements ils se mettent en place lorsqu'il y a très clairement, je dirais qu'il y a 2 éléments, parfois il y en a un, parfois 2, il se met en place quand il y a une insuffisance de démocratie. Or, c'est une évidence dans le cadre des dictatures. Certains de ces mouvements des places sont mis contre des dictatures. Dans d'autres cas, c'est sur des insuffisances de démocratie représentative, ce que je vous expliquais tout à l'heure, des représentants qui, grosso modo, font à peu près ce qu'ils veulent pendant 5 ans sans jamais se soucier de ce que les citoyennes et citoyens veulent et exigent, y compris vis-à-vis de sondages. C'est la seule chose dont on a. Ou alors, voilà, et ça aboutit, ou alors dans d'autres cas, un autre facteur qui produit ces mouvements, c'est aussi en relais d'un mouvement social qui est défaillant. C'est une caractéristique qu'on a eue dans Nuit debout, très clairement, difficultés dans les boîtes. Donc, puisqu'on a des difficultés dans les boîtes, le patronat est fort. C'est une forme de dictature, je veux dire, le pouvoir patronal dans les entreprises, quoi qu'il en soit. Donc à ce moment-là, c'est pas seulement étatique, à ce moment-là, du mal à se mobiliser dans les boîtes, donc on se réunit sur des places pour débattre politique, pour se mobiliser et autres. Je dirais, les motivations, c'est fin de dictature, mobilisation contre des politiques d'austérité, c'est le cas à Madrid, ça a été le cas en Grèce, mobilisation contre la loi travail chez nous. Et ce qui est très intéressant dans ces mouvements, c'est, on parlait de démocratie tout à l'heure, le besoin très très net de démocratie directe, le besoin de redébattre de politique, et c'est ce qu'on a vu au moment de Nuit debout, car bien sûr, c'était motivé par la mobilisation contre la loi travail, mais on a vu toute une série d'autres sujets qui sont apparus, débattus sur les places, et on a senti que les citoyennes et les citoyens avaient besoin de se parler, échanger les arguments, pas rester seul face à son écran d'ordinateur, face à sa télé aux 20h pour se faire une opinion, mais commencer à échanger. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très très fort, de très positif, et je n'ai absolument aucun doute que ces mouvements des places vont laisser des marques dans la politique de demain. Je vais revenir maintenant sur un autre mouvement, le 4e, que je vais citer, mais qui est intéressant, parce que là, il est beaucoup dans le faire, il me semble, mais qui est en panne, lui aussi, c'est le mouvement mutualiste. Alors, le mouvement mutualiste, pourquoi ? Ce sont, encore une fois, des citoyens, des travailleurs, qui s'auto-organisent pour répondre à un besoin immédiat, qui était le besoin de s'assurer contre les risques de la vie, s'assurer sur la question de la santé, s'assurer sur, en cas d'accident, y compris, on commençait à avoir des premières réflexions sur la question du troisième âge, et avoir
je dirais, des revenus à ce moment-là, et on a eu des expériences, toute une série d'expériences mutualistes. Oh, ça n'a pas été simple, le contexte de la loi, le Chapelier en France au début du XIXe siècle interdisait toute forme de rassemblement, quel qu'il soit, syndical, coopératif, mutualiste ou quoi que ce soit. Donc ça a été dans un premier temps très fortement réprimé. Et puis après, je dirais incité, le patronat a tenté de faire du mutualisme, je dirais, d'accompagnement à un moment donné aussi, hein, c'est quelque chose. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le cas d'une transformation assez importante politique qui est celle de la libération de la France en 1945, toutes ces expériences mutualistes se sont généralisées, rencontrées pour constituer une sécurité sociale. Et une sécurité sociale qui, contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on voit aujourd'hui, était au départ conçue d'une façon très très indépendante de l'État. Il s'agissait vraiment d'une institution de la classe salariée qui se formait, c'est ça qui est intéressant, et on voit que l'État, sur toutes ces années d'après-guerre, n'a eu de cesse de chercher à remettre la sécurité sociale dans le giron directement de l'État. Alors c'est bien sûr 1967, les ordonnances Jeanneney au début, qui fait revenir le patronat dedans, hein, introduit le paritarisme. En 1990, on a la création d'un CSG, c'est alors que ça se finançait par cotisation, là maintenant on fait rentrer la fiscalité là-dedans, donc dans le financement de la sécurité sociale, donc ça ouvre vraiment la voie à l'État, et ça aboutit en 1996 à, avec Juppé, la première loi de financement de la sécurité sociale, où maintenant finalement cette sécurité sociale est un petit peu dépossédée de la classe salariée en termes de débat, il n'y a plus d'élection à la sécurité sociale, et c'est discuté dans le budget général de l'État. Donc on voit comment, je dirais, une institution vraiment de mouvement citoyen, qui est un mouvement citoyen en tant que tel, a été récupérée par l'État. Alors aujourd'hui, on est dans une situation assez dramatique là-dessus, puisque les mutuelles ont été même banalisées. Les mutuelles ont joué le rôle d'ailleurs de la banalisation. On leur a imposé, comme les sociétés sous je dirais, raison de concurrence libre et non faussée, on leur a imposé d'être comme des assurances privées avec un capital et des fonds propres. Bon, je précise que l'originalité de la mutuelle, c'est que c'est un capital a posteriori et non pas un capital a priori, c'est-à-dire qu'on se réunit, on établit une cotisation et on sait que si jamais les dépenses dépassent les cotisations, on refera un appel de cotisation. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin justement de capital. C'est la solidarité qui est notre capital dans la mutuelle. Et l'assurance privée, c'est différent. C'est un capital qui va amortir. C'est-à-dire qu'en fait, avec ce capital, on va déterminer des cotisations de façon à générer un profit qui va réenchérir le capital. Et si jamais il y a plus de sinistres que prévu, ben, ma foi, c'est le capital de l'entreprise privée qui en prendra de la nécessité de se réassurer, je referme. Mais il y a eu une volonté du régulateur de banaliser les mutuelles dans ce monde des assurances privées. Aujourd'hui, elles sont en concurrence, toutes, pas tout à fait. Je voudrais juste saluer ici, par exemple, l'UNAM, qui s'appelle aussi Alternative Mutualiste, qui sont toute une série de petites mutuelles régionales, locales, qui sont fédérées au sein de cette ensemble, qui, elles, se réfèrent toujours à l'esprit de la sécurité sociale, qui estiment que leur objectif, c'est un jour de disparaître dans une sécurité sociale qui sera élargie, au point où on n'aura plus tellement besoin de mutuelles de ce point de vue. Cinquième type de mouvement qui me paraît intéressant, ce sont les citoyennes et les citoyens qui viennent en aide aux migrants. Alors, ça me paraît intéressant parce qu'il y a le côté contestation. Côté contestation, c'est l'idée que la citoyenneté serait liée à la nationalité. Là, on a exactement l'inverse. On a des gens qui disent, qui se réfèrent un petit peu, on pourrait dire qu'ils font leur la devise de Gandhi, qui est « tous les hommes sont nos frères ». Et ces gens-là se mobilisent, et y compris de façon dure, contre les sanctions même juridiques de l'État qui poursuit des gens qui viennent en aide à des humains, aux migrants. On a l'exemple dans les Alpes-Maritimes, on le sait, c'est évidemment très très chaud à la frontière franco-italienne. Des gens viennent en aide aux migrants et puis on va les attaquer juridiquement. Donc, incroyable. Et là-dedans, on a une dimension de contestation économique, je dirais, de la société contemporaine, qui est fondamentale. C'est cet aspect qui veut que pour le capitalisme, il y a des gens qui sont inutiles. Ben, ce sont tous les chômeurs aujourd'hui, ils sont inutiles à la société, on les a mis au banc de la société, c'est le capitalisme qui produit ça. Et là, à l'inverse, on a des gens dans les mouvements citoyens qui disent non, non, ça je n'accepte pas
ce postulat. Pour moi, tout être humain est une richesse en tant que tel, un potentiel économique au sens noble du terme et politique. Je lie absolument les deux dimensions. Et de ce point de vue, l'intégration, je dirais, politique et économique de ces personnes, c'est un investissement. En aucun cas, c'est une charge. En aucun cas, c'est un coût. Et des gens le mettent en pratique. Alors cette fois-ci, de la contestation à l'élaboration, quand on voit que beaucoup de gens s'engagent dans de l'alphabétisation, des choses de ce type volontaire. Sixième type de mouvement que j'ai recensé, c'est les mouvements en faveur de la protection des ressources naturelles. Alors là encore, on a ce double aspect. On a la contestation, par exemple, des grands projets inutiles du type barrage de Sivens, ou alors Notre-Dame-des-Landes, avec des occupations, d'accord, alors des occupations par des zadistes, avec très clairement l'intention de rester sur place en cas de victoire, de réutilisation de la terre, donc à la fois l'aspect contestation et, je dirais, alternative. Donc des citoyens qui se regroupent pour protéger une ressource naturelle. Alors on l'a là-dessus, dans le refus, puis on l'a aussi dans la construction pure. Je prends par exemple les associations de type AMAP, des coopératives de consommation qui se relancent là-dessus sur des thèmes de préservation des terres, d'agriculture de proximité et autres, ou tout simplement par exemple la foncière Terre de Liens, qui elle rachète des terres dans un objectif, c'est les confier à des paysans en agriculture biologique, etc. On voit aussi cette extension, peut-être aussi dans le domaine de l'énergie, avec les énergies alternatives. On sort des ressources naturelles, mais là, le besoin, encore une fois, de se regrouper en coopérative pour produire de l'énergie renouvelable. Septième champ de mouvement social, je pense, la connaissance et l'immatériel. Alors ça peut commencer par des actes très simples, les actes de piratage, tout simplement, on est entre nous, tiens, on va se faire une copie d'un film. Bon, c'est anodin, il faut savoir que c'est contraire à la loi normalement, mais ça se fait naturellement, parce qu'on estime qu'après tout, pourquoi ça serait une marchandise, forcément, ce genre de choses. Puis ça se fait aussi en termes d'élaboration constructive, avec la gestion libre de la connaissance, donc c'est les logiciels libres, typiquement. Des gens qui disent, les logiciels, ils appartiennent à personne, n'importe qui peut les utiliser, n'importe qui peut les modifier, n'importe qui peut les redistribuer en quelque sorte. Ça se trouve aussi sur le domaine de la connaissance pure, c'est l'encyclopédie Wikipédia par exemple, et puis dans le domaine des arts et des lettres et autres, toutes les licences de type copyleft qui existent. Huitième type de mouvement que je vois citoyen, c'est les mouvements autour de l'habitat. Donc encore une fois, c'est des mouvements de type droit au logement qui font la promotion de réquisition de logements vacants. Ils s'appuient là-dessus sur l'ordonnance de 1945, qui a été renforcée par la loi du 29 juillet 1998, qui dit, encadré plutôt renforcé, je dis encadré, qui dit que toute personne morale qui dispose d'un logement et qui est inoccupé depuis 18 mois peut être préempté pour loger, et à ce moment-là, on va le confier à des sociétés HLM, des sociétés d'économie mixte, etc. C'est aussi, aujourd'hui, alors c'est très très peu courant en France, mais ça commence, c'est tout nouveau, mais ça existe beaucoup en Allemagne, ça existe beaucoup en Suisse, ça existe beaucoup en Europe du Nord, les coopératives d'habitants, où des gens se réunissent pour créer ensemble un bien qui sera une partie privée, une partie commune, mais géré de façon démocratique là-dessus pour maîtriser, je dirais, son habitat. Puis aussi, alors là on ne le voit pas tellement en France parce que c'est nouveau, mais c'est très important parce que c'est très étendu par exemple en Suisse. Vous avez toute une série de logements qui sortent complètement de la loi du marché. C'est-à-dire quand je rentre dans la coopérative, j'achète des parts coopératives, je ressors, je récupère mes parts coopératives et je peux retrouver une place dans une autre coopérative de logement à un prix largement inférieur à ce qui existe sur le marché privé. Donc cet aspect qui est quand même très important. Alors ces 8, peut-être que dans le débat vous me direz tiens j'ai oublié ça, et très probablement, mais ce qui m'intéressait en scannant ces différents mouvements, c'était de déterminer ce qui est commun entre eux. Alors on a dit au départ, il y a la question de la démocratie, c'est ce qui fait que c'est le caractère citoyen un mouvement. Mais il y a un autre deuxième constat qui m'intéresse, c'est que dans tous ces mouvements, on s'aperçoit qu'il y a un petit peu le couple, toujours contestation de l'ordre établi, et en même temps construction de l'alternative. Et l'un, quelque part, se nourrit de l'autre. C'est logique, on ne peut pas contester sans avoir des perspectives. Si je conteste pour contester, c'est le mythe de Sisyphe. Je monte ma pierre et elle retombera de toute façon. Or là, non.
il y a très clairement l'espoir de voir autre chose naître au travers de toutes ces alternatives. Et en même temps, ces alternatives nourrissent la contestation. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a un rapport dialectique entre les deux qui me paraît très très fort dans l'ensemble de ces mouvements. Et puis, il y a un troisième constat que je trouve aussi intéressant, c'est le primat du droit d'usage sur le droit de propriété qu'on retrouve dans tous ces mouvements citoyens. Et ça, c'est très très fort. C'est dans le premier que j'ai cité tout à l'heure, la section syndicale, c'est très clairement les travailleurs. Alors, je ne sais pas si section syndicale, je dirais c'est le regroupement des travailleurs sur le lieu de travail, les travailleurs qui revendiquent l'accès à l'appareil productif lorsque le patron veut fermer la boîte, ou lorsque la boîte est en faillite, ou non, ils revendiquent cet accès. Ça, c'est très très clair. C'est aussi celui, dans le deuxième, du syndicalisme de transformation sociale, la charte d'Amiens. Il y avait cette notion, je dirais autrefois, d'appropriation collective, qui à mon avis a été dévoyée sur la propriété collective. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que dans une vision, je dirais, syndicaliste ou conseilliste, de l'appropriation sociale, ce qui prime, c'est pas tellement le fait d'être propriétaire du bien, c'est le fait de l'utiliser et de se regrouper ensemble pour définir un plan de production. Bon, j'ai beaucoup de réserves sur la vision conseilliste de l'économie, ça c'est clair. Il n'empêche que ce qui est intéressant, c'est de voir que là encore, c'est le droit d'usage qui prime sur la question de propriété. C'est ça qui est essentiel là-dedans. Dans le mouvement des places, c'est quelque chose qui est complètement évident. On se retrouve pour contester, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un espace public qui est la place, et puis on estime, je dirais qu'elle ne s'use que si l'on s'en sert, pour reprendre une bonne vieille expression, et que c'est le lieu parfait pour se retrouver ensemble et discuter ensemble, se réapproprier cet espace public, encore une fois, l'usage de l'espace public. Fondamentalement, je ne vois pas un seul participant à Nu Debout qui s'est posé la question qu'on soit collectivement propriétaire de la place de la République. Ça n'avait strictement aucun sens, vous le comprenez. Les mutuelles, c'est exactement la même chose. Les mutuelles, c'est un mouvement volontaire, qui à un moment donné se transforme en cotisation sociale obligatoire, et ça c'est vraiment l'antithèse de la propriété par définition. C'est vraiment une construction qui se fait sur le besoin, sur l'usage, et qui est complètement contradictoire. On l'a vu sur toute une série de débats, par exemple les retraites par répartition ou retraite par capitalisation. La retraite par capitalisation, c'est bien qu'on est collectivement propriétaire d'un petit capital qui est investi en obligations du trésor, en titres de propriété d'entreprise, d'actions, etc. Non, la vision que développe le mouvement mutualiste est bien une vision basée sur le droit d'usage. C'est la même chose chez les migrants, quand on y réfléchit sur les mouvements citoyens de solidarité aux migrants. C'est encore une fois l'individu avant l'État. L'État qui serait propriétaire de son territoire et qui le défendrait. Non, c'est une autre vision ici qui est développée. C'est une division comme laquelle tout être humain a sa place sur un territoire donné. Donc c'est une vision d'usage, encore une fois. La même chose sur la question des ressources naturelles. Ça n'est pas parce que on est propriétaire d'un espace qu'on a le droit de l'aliéner et de transformer des terres agricoles en pistes d'aéroport sans avoir un débat citoyen là-dessus, ce genre de choses. Et encore une fois, je dirais que c'est ça qui est mis en avant. Sur le 7e exemple, sur la question du libre, de la connaissance, c'est une évidence. Là, on a des gens qui se mobilisent en disant on fait du non-propriétaire. Et il n'y a que le droit d'usage qui compte. Donc là, c'est assez facile à comprendre. Et le 8e, c'est un petit peu la même chose dans cette aventure des coopératives d'habitants qui prolonge un petit peu celle des occupations, dans lequel ce qui compte, c'est d'avoir un logement décent. C'est pas forcément d'être propriétaire. Et d'ailleurs, dans ces coopératives, on est propriétaire de base sociale, on n'est pas propriétaire de son logement. Et si vous voulez, tous ces traits ensemble, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve en fait ce que deux personnes ont appelé, alors je parle de Pierre Dardot et Christian Laval, ont appelé la pratique du commun. La pratique du commun qu'ils posent comme étant une perspective politique pour le XXIe siècle. Et on retrouve effectivement dans cette perspective du commun ces deux aspects qu'on vient de voir dans tous ces mouvements sociaux. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un lien entre ces mouvements sociaux et le commun. La primauté du droit d'usage sur la propriété et l'aspect démocratie directe, l'aspiration à la démocratie directe pour juger, pour gérer cet usage commun. Et ça nous offre une perspective politique que je trouve absolument passionnante, qui rompt complètement avec
ce qu'on a appelé le socialisme du XXe siècle. Alors certains aujourd'hui, j'aime pas tellement cette expression, puisqu'il y en a certains qui se réclament du socialisme du XXIe siècle, et qui souvent, ça n'est qu'un socialisme du XXe siècle relooké. Donc je n'aime pas trop l'expression, mais en gros, je pense que vous comprenez ce que j'entends par là. C'est-à-dire, c'est un socialisme dans lequel l'appropriation sociale se réalisait non pas par les mouvements citoyens, mais par une avant-garde soi-disant éclairée, qui au final a abouti sur une propriété étatique, avec des dérives dont on connaît en termes de liberté et autres qui sont absolument horribles. Ça n'exonère absolument pas, d'ailleurs ma remarque, n'exonère absolument pas le capitalisme aussi de ses responsabilités. Je veux dire, il y a aussi un bilan, le capitalisme a aussi un bilan très très lourd à porter en termes de dictature pour se maintenir, en termes d'exécution, en termes de murs. On a souvent causé le mur de Berlin, on est en train de construire un magnifique mur en ce moment entre le Mexique et les États-Unis, qui, à mon avis, est exactement le même pendant de toute façon. Il n'empêche que, au moment où le système soviétique a été démantelé, il y avait peu de gens pour le défendre. Il n'empêche que, y compris même chez nous, lorsqu'on a voulu privatiser nos services publics, les mettre en concurrence, c'est vrai que la mobilisation citoyenne a été à l'époque relativement faible. Donc ce qui montre qu'en fait le peu d'appropriation sociale que nous avions, malheureusement, je dirais qu'on l'a peut-être plus passé sur le terrain propriétaire. Et là, c'était l'État qui était propriétaire. Et en tant que propriétaire, il avait le droit de privatiser que l'appropriation en termes de rendre propre à un usage. Et je crois que c'est un petit peu ça qui est essentiel aujourd'hui. Alors, répondre à votre question, quel rôle peuvent avoir les mouvements citoyens pour œuvrer au changement de société? Moi, je vais être clair. Est-ce qu'ils ont vraiment un rôle? Non, je ne crois pas qu'ils ont un rôle. Les mouvements citoyens, il y a une chose dont je suis absolument persuadé, ce sont eux qui changeront la société. C'est ça dont je crois qui doit être la base, la boussole qui me semble doit nous guider dans les mois et les années qui viendront. Mais alors si on dit ça, je dirais que ça ne suffit pas. Alors il y a bien entendu, là il y a de l'esquisse, de projets de société avec ces différents mouvements. Il faut les articuler. Plusieurs personnes y travaillent, il y a des débats là-dessus, ça c'est un aspect. On ne va pas aborder tellement cet aspect dans ce cycle que vous avez dessiné à l'atelier de septembre, qui nous mène de septembre à novembre. Ça c'est un véritable chantier en soi. Si ça ne se déroule pas aujourd'hui, quel est l'obstacle? À mon avis, il y a un obstacle, et c'est de ça dont je voudrais parler. Je pense que l'obstacle, c'est l'État. Je vais y aller dans le mille, et c'est celui-là qu'il convient de lever. Alors vous allez m'objecter quelque chose, vous allez me dire non, c'est le patronat. Non, non, le patronat, c'est pas l'obstacle. Le patronat, c'est notre adversaire. C'est autre chose. C'est notre adversaire, ça n'est pas l'obstacle. Alors pourquoi je dis l'État est notre obstacle? D'abord parce que le régime de la propriété privée des moyens de production, et c'est la thèse que je défends, c'est un régime qui est totalement artificiel. Mon livre « Coopérative contre le capitalisme », paru aux éditions Sileps il y a maintenant 18 mois, montre très clairement que la valorisation de ces entreprises est fonction des politiques que l'État mène. C'est-à-dire que lorsque l'État fait la loi travail, lorsque l'État fait comment ça s'appelait là, le crédit d'impôt compétitivité emploi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout simplement, il aide, il facilite la valorisation de ces entreprises sur le marché boursier ou sur les marchés des fusions-acquisitions. Mais qu'un État il pourrait faire exactement le contraire. Donc en fait, cette valorisation par le marché qu'on nous présente comme étant quelque chose de naturel n'a absolument rien de naturel. C'est une pure construction politique. Ça n'est pas autre chose. Et je dirais c'est un petit peu pour ça qu'on voit aujourd'hui, je dirais Hollande puis Macron ont une politique délibérée, je dirais, de revalorisation de ces entreprises. Puis il y a un autre aspect aussi, c'est que l'État, c'est celui qui applique certaines lois, qui envoie la force à un moment donné pour protéger, je dirais, la propriété contre ces moyens, contre ces mouvements sociaux. Alors quelques exemples. On a parlé des reprises d'entreprises par les salariés, on a parlé de ce qui a marché. Je voudrais juste signaler une petite expérience, c'est Ecopla à Grenoble. Ecopla à Grenoble, c'est des barquettes en aluminium. L'entreprise a été, je dirais, rachetée par un groupe
qui a vraiment mis l'entreprise en danger avec un rapatriement de la trésorerie au Royaume-Uni, des facturations que les salariés contestaient. Les salariés ont averti le ministère de l'économie et des finances, ont bâti un plan de reprise en scope pour maintenir la production. Il faut savoir qu'en 2 ans, ils n'ont jamais été reçus par un ministre des Finances de l'époque qui s'appelait Emmanuel Macron. Jamais reçus. Et puisqu'ils avaient anticipé 2 ans avant est arrivé, l'entreprise a terminé en dépôt de bilan. Et à ce moment-là, leur plan de reprise en scope était prêt. Sauf qu'ils n'ont pas été écoutés, encore une fois de plus. Tribunal de commerce décide de liquider l'entreprise et vend aux plus offrants une entreprise italienne concurrente qui va déménager les machines et les moules, laisser aucun emploi sur place. L'exécutif aurait pu, les pouvoirs publics auraient pu s'opposer à cette décision du tribunal de commerce. Ils l'ont fait dans d'autres cas. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas bougé. Les salariés sont mobilisés. À un moment donné, ils ont tenté de protéger leur outil de travail en barricadant l'entreprise. À ce moment-là, l'État, cette fois-ci, s'est montré. Il a dépêché ses gendarmes, les huissiers sont venus, on a intimidé les salariés vite. Ils n'étaient pas nombreux, ils avaient franchement peur, ce que je peux comprendre dans l'état actuel dans lequel nous sommes. Et aujourd'hui, la réalité est crue. Il n'y a plus d'entreprise Ecopla en France, il n'y a plus de barquettes aluminium. Donc très franchement, je pense que c'est ça. C'est la même chose avec, et on va prendre sur les 8 exemples, la marginalisation, je dirais, du syndicat dans le cadre de la loi travail qui se déroule. C'est très clairement la répression qu'on a vue contre Nuit debout à certains moments. Je vous invite à aller voir un film tout récemment de Mariana Otero qui s'appelle L'Assemblée. Il est sorti, je crois, mercredi dernier, donc pas ce mercredi, mais la semaine d'avant. Je vous invite à le voir, il est intéressant parce que par rapport à la notion des casseurs et autres, elle montre, elle a filmé avec sa caméra, elle montre une autre réalité d'intimidation vis-à-vis de ce mouvement Nuit debout, une réalité absolument tout autre que celle qui était présentée au journal de 20h. Tout à l'heure, on a parlé de l'imposition d'un capital aux mutuelles, par exemple. On a parlé de la répression contre les mouvements citoyens d'aide aux migrants. On a parlé, les réquisitions des espaces naturels, donc le cadre de la loi pour le faire, et puis l'intervention de la police lorsque c'est nécessaire. Même chose sur l'application juridique des brevets. Il y a dans l'aspect de la connaissance un aspect de contestation des brevets. Or, très clairement, là, je dirais, le pouvoir dit régalien est là pour faire valoir le cadre des brevets. Et pareil, lorsqu'il y a expulsion de familles endettées, alors ça on le voit très particulièrement en Espagne, c'est flagrant en permanence, je dirais l'État qui est là contre ce genre de choses. Donc, en gros, je dirais ma conclusion, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'État souverain, on dit souverain, qui est censé représenter le peuple par délégation, on s'aperçoit qu'en fait, il est, et ça c'est un petit peu la bonne nouvelle, il est un petit peu absent du projet qu'on vient de décrire. Le projet qu'on vient de décrire, c'est une espèce d'articulation de communs les uns entre eux, qui sont issus, je dirais, de mouvements citoyens. Je crois que ces mouvements citoyens, en fait, nous donnent une direction politique qui est intéressante, c'est celle d'une fédération de communs qui interagissent entre eux. C'est pas un hasard si je vous ai parlé de sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est un commun en devenir, très clairement, qui s'intercale avec les communs productifs, par exemple, qui sont les entreprises, gérées par... Et on a dans tous ces communs, à la fois, je dirais, un aspect politique, économique, on a un projet de société dans lequel on a des travailleurs, des usagers. En fait, on est tous à la fois travailleurs et usagers, tout au moins quand on est dans la population active, mais on a cette double facette, je dirais, et à un moment donné, on est en position de travailleurs, à un moment donné, en position de citoyens, qui coélaborent des politiques entre eux. Et on retrouve un petit peu dans tout ce qui est dans tout ce qu'on a décrit, le commun productif, des travailleurs qui avant tout dirigent, avec possibilité pour des usagers de se mobiliser lorsque l'unité de production est en situation de monopole, d'oligopole. On a parlé des communs sociaux, il y a des travailleurs de ces communs, travailleurs de la sécurité sociale, et puis on est surtout, nous tous, des usagers de la sécurité sociale. Il y a on peut élargir ces logiques du commun à d'autres sphères dans lesquelles l'État intervient, qui peuvent être l'éducation et autres, l'éducation par exemple, autres.
Et finalement, on arrive en fait à une architecture de commun dans laquelle on a deux types de communs. Ça me paraît, je fais référence à un livre que je vous conseille d'Emmanuel Dockès qui s'appelle Voyage en misarchie. C'est vraiment un livre que je vous invite à lire, dans lequel, en fait, misarchie, vous l'avez compris, Emmanuel Dockès est un des juristes qui a fait la loi, participer à ce collectif pour une loi de travail alternative. Intéressant. Et c'est Voyage en misarchie, en fait, c'est un voyage dans une société qui a un nom qu'il a inventé, la misarchie. Misa, c'est qui n'aime pas, misanthrope, qui n'aime pas les hommes. Misarchie, archie, c'est l'autorité, qui n'aime pas l'autorité. Donc c'est un petit peu comme anarchie. Donc la misarchie, c'est un terme qu'il a inventé, donc d'une société tout à fait plausible, dans laquelle effectivement on a ces communs qui s'intercalent. Alors eux, lui, il les appelle, il n'emploie pas le mot de commun, il appelle l'association, c'est des gens qui se regroupent volontairement. Ça peut être des unités d'entreprise, puis il appelle le district. Le district, ce sont des communs qui sont en fait réalisés sur la base géographique. Donc il suffit qu'on soit sur une base géographique pour qu'on participe de facto à ce commun. Et il nous montre une possibilité d'une société qui fonctionne très bien, dans laquelle l'État, j'irais, réduit à sa plus simple expression, et qui est un projet tout à fait... Alors, c'est présenté sous forme de roman, c'est amusant, c'est divertissant. C'est impossible, je n'adhère pas à tous les partis qui sont pris là-dedans, mais à la limite, ça n'a pas grande importance, parce que je dirais que ce sont les citoyennes et les citoyens qui détermineront ce que l'on fera, ce que l'on expérimentera, et comment on le faisons. Mais en tout cas, j'ai senti une société très clairement non capitaliste, et en même temps une société de liberté. Donc ma conclusion sera celle-ci, c'est quelle est la stratégie que l'on doit élaborer pour, je dirais, à la fois sortir très clairement du capitalisme grâce aux mouvements citoyens, et je pense que ce sont les mouvements citoyens qui nous sortiront de ce capitalisme, ça j'en suis, et qui feront émerger cette autre société, et en même temps on est obligé d'opérer, je dirais, la conquête, le dépassement, destruction de l'État, qui est le dernier rempart de la propriété productive. Et ça, je pense que c'est probablement la question qui devra être posée quand nous nous retrouverons le 16 novembre. Mais dans l'immédiat, peut-être pouvons-nous revenir sur ces mouvements citoyens qui existent dans le cadre du débat. Voilà. Merci. Eh bien, merci à Benoît Boritz. Voilà de quoi penser et méditer. C'est quand même un petit peu réconfortant tout ce qu'il nous a dit, parce que, bon, on est dans un environnement qui est assez sombre, mais il y a des potentialités, et c'est ça qui est intéressant. Bon, comme je disais tout à l'heure, moi, les gens de mon âge, on ne le verra peut-être pas, mais les petites graines vont germer, et puis pour l'avenir, c'est encourageant. Alors maintenant, qui veut intervenir ou poser des questions ou introduire aussi un élément de réflexion, la parole est à vous. Non, personne... Tout le monde est convaincu. Personne n'a de remarques, veut aller plus loin, ou tout le monde est assommé par tout ce qui nous a été dit. C'est pas le cas, je pense pas. Au contraire, ça donnerait plutôt envie de... Je veux dire un mot. Si l'obstacle est l'État, je crois qu'effectivement c'est ça. Quel outil on se donne pour, non pas s'approprier l'État, mais faire en sorte qu'il ne soit plus l'obstacle, justement. Voilà, c'est la question, comment on fait. Et c'est pas la question, justement, de la politique très traditionnelle. Voilà. Donc il y a ça aussi à réinventer. Comment on s'approprie l'État. À mon avis, on n'a pas forcément à s'approprier l'État, pas du tout. Et tout à l'heure, tu as parlé, je crois, de ta 6e catégorie, les ZAD. Je ne sais pas si les zadistes ils seraient d'accord tout à fait avec la façon dont tu as nommé
le sujet, mais je pense que c'est du côté des ZAD qu'il y a quelque chose à voir. Et les ZAD, ce sont effectivement des endroits où finalement c'est l'État, le bordel dont parle Macron, et ben c'est l'État qui fout le bordel quelque part, c'est-à-dire qu'il va essayer en quelque sorte de faire des projets. Alors souvent, je pense que c'est pour pouvoir aussi, c'est le capitalisme c'est la course à l'échalote. Et bon, on peut donner un exemple. Il va y avoir les Jeux Olympiques à Paris. Il va y avoir sans doute des gens expulsés, des pauvres expulsés. Bon, bah, une ZAD à Paris, c'est tout à fait faisable, c'est-à-dire que des gens, tout simplement, ils disent bah non, nous, on n'a pas envie qu'on nous fasse chier, excusez-moi l'expression, et on veut rester là, et on veut s'approprier le droit d'usage, les bâtiments, on va gérer entre nous, et on va les défendre dans le même temps contre les CRS et contre l'État, parce qu'effectivement, l'État, c'est aussi la violence. Et c'est vrai que bon, c'est un aspect qui a été beaucoup occulté, même pendant les Nuits debout, y compris même, c'était un peu décevant avec le film de Ruffin sur Merci Patron. Une autre question, puis vous répondrez. Est-ce que plus largement, et avec toutes ces limites, il n'y a pas aussi l'ensemble du mouvement associatif qui est très encadré, qui est dans tout un tas de mécanismes où les gens sont agis par ce qui tombe d'en haut, mais où en même temps, dans toutes ces associations, il y a également, des fois pour des petits motifs et des petits terrains de jeu, mais aussi des choses plus importantes. Là aussi quelque chose qui est important pour faire en sorte que la démocratie, la décision ensemble puisse germer. Là-dedans, comment est-ce qu'on place l'économie dite sociale et solidaire, c'est-à-dire qui dépasse les coopératives, qui comprend quand même pas mal d'entreprises et de structures gérées comme ça, qui souvent d'ailleurs dépend et est sous la tutelle de l'État par les financements sociaux et autres, mais qui en même temps développe, avec beaucoup de limites, mais une certaine logique différente de celle du capital, des actions, etc. Et alors, dernière question, c'est moi je pense pas, même si à l'heure actuelle il y a une tendance très forte, vu les échecs répétés qu'on a connus à un certain anarchisme, et à se dire on ne peut plus se poser la question de la prise de l'État ou le fait de prendre les rênes ou d'essayer d'influencer sur l'État, qui est quand même essentiel, pour définir les règles, un certain nombre de règles de vie ensemble, par des lois, et à ce moment-là, il faut bien se décider de savoir comment est-ce qu'on désigne les représentants, avec tous les problèmes posés par la délégation aujourd'hui qui sont réels et qui nourrissent la défiance du citoyen par rapport à cette organisation dont il se sent absent et dépossédé. Moi je pense qu'il faut quand même continuer à essayer de poser cette question, de prendre les rênes d'arriver. Et ce qui pose la question du commun en politique. Or aujourd'hui, on est dans un état de morcellement et d'individualisation assez considérable. Et on peine, sans parler de la gauche, on peine à faire en sorte que les gens se fédèrent et se réunissent d'un point de vue politique en se disant comment est-ce qu'on peut traduire tous ces mouvements et tous ces petits germes dans quelque chose qui puisse être ensuite favorable au développement de ces éléments. Ah bah oui, vous n'avez plus qu'un micro. Madame la ministre,
Restez là. Bon, vous avez déjà posé beaucoup. Alors, je ne vais pas suivre tout à fait l'ordre, mais parce que certaines se répondent et autres. Sur la dernière intervention, je voudrais venir sur la question du mouvement associatif. Oui. Alors, et de l'économie sociale et solidaire, qui sont deux questions liées. Le mouvement associatif, très difficile de dire en tant que tel qu'il forme une unité et un mouvement. Il m'a semblé. Pourquoi? Parce que c'est avant tout une forme juridique de l'association. Et en fait, l'association est utilisée par différents mouvements citoyens que j'ai énumérés à certains moments. Une AMAP peut s'établir en association, on fait une association contre le mal logement, une association de lutte, enfin voilà. Ceci étant, chose très intéressante à l'association, on peut s'interroger, se dire, est-ce que l'idée de dire je fais du sport amateur et je m'organise en association, est-ce que ça n'est pas politique? Personnellement, je pense que oui. Et effectivement, c'est plutôt là qu'on pourrait, par exemple, brosser une 9e, une 10e catégorie. Et là, je vous rejoins énormément là-dedans. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on sent qu'il y a une grosse discussion dans le mouvement du sport associatif, de sport populaire, contre la professionnalisation du sport, contre une certaine professionnalisation, contre une marchandisation du sport et autres. Et effectivement, on voit cet aspect à la fois contestation, construction d'alternatives qui est très présent. Alors maintenant, l'économie sociale et solidaire, pour glisser dessus, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une notion qui est franco-française, dans laquelle, jusqu'à la dernière loi ESS, donc de 2014, on reconnaissait à l'ESS 4 catégories d'entreprises qui étaient les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations, qui se caractérisaient par des statuts qui étaient différents des règles des sociétés de capitaux. Voilà un petit peu ce qui faisait l'unité de cette économie sociale et solidaire. Donc c'est une unité qui est quand même relativement de forme. Et à partir de là, je dirais que il me semble qu'il n'y a peut-être que là qu'il y a une unité, parce que dans ce concept d'économie sociale et solidaire, on dirait que c'est un petit peu fourre-tout. Et encore une fois, on parlait tout à l'heure du mouvement associatif. Si je prends l'exemple de l'Association française des entreprises privées, qui représente en gros les plus grosses sociétés du CAC 40 et certaines du SBF, elles ont un statut associatif. Ben oui, ça fait partie de l'économie sociale et solidaire. Ouais, bon. C'est vrai, il y a un détournement. Aussi, autre chose, et vous avez bien fait de le signaler, beaucoup d'associations fonctionnent sur la base de la tutelle de l'État, en quelque sorte, pour assurer des fonctions de service public, dans une logique de subvention. Un gros problème, effectivement, là-dessus. Oui, elles sont indispensables, ce sont des pompiers, mais ce sont un petit peu des pompiers qui sont là face à un État providence. Alors, je n'aime pas du tout ce terme, mais peut-être qu'on va en revenir sur la question de l'État, justement, là-dessus. Qui est en déliquescence, mais c'est une réalité. Il y a eu un État-providence, il y a eu un État social, pour reprendre le terme de Christophe Rameau dans son livre qu'il a publié il y a 5-6 ans, je crois, à peu près, l'État social. Il y a une déliquescence de l'État social. La question, c'est ce sur quoi nous rebondissons maintenant. Est-ce qu'on va revenir à l'État social et à l'État-providence? Je crois que c'est ça la grande question qui est posée. Mais pour revenir donc à cette économie sociale et solidaire, oui, il y a des associations qui sont aujourd'hui dans des logiques qui ne correspondent pas forcément aux logiques d'émancipation dans lesquelles on est. Sans parler, par exemple, des fondations. Une grande partie des fondations, ce sont des fondations d'entreprises privées. Alors c'est sûr qu'elles œuvrent au bien général, je veux dire, mais bon, on peut quand même s'interroger sur le caractère citoyen de ces fondations. Voilà, moi, l'interrogation que j'ai. Donc, et c'est vrai que alors, j'ai publié récemment un dernier livre qui est Travailler autrement, les coopératives, aux éditions du Détour, un livre qui est présent ici, dans lequel, c'est vrai, dès l'introduction de ce livre, je pose la question de ce concept d'économie sociale et solidaire. Et j'y réponds de la façon suivante, comme j'y réponds pour le mouvement coopératif en général. Je crois
que l'économie sociale et solidaire, si elle veut être réellement sociale et solidaire, de même le mouvement coopératif, ne peut pas faire le détour de la question de la place du travailleur dans ces structures. C'est-à-dire, est-ce qu'il est en position de citoyen ou citoyenne, ou est-ce qu'il est en position d'assujettissement salarial, de subordination salariale? Je crois que c'est ça la question qui aujourd'hui est posée et sur laquelle le mouvement coopératif d'ailleurs commence à répondre. D'ailleurs, évidemment, il a répondu avec les coopératives de travail d'une façon, c'est vrai, insatisfaisante, mais on a d'autres réponses avec les coopératives sociales, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, avec lesquelles on associe travailleurs, usagers. Est-ce que ce sont les bonnes formules? Ce sont des questions qui se posent, encore une fois, nous sommes dans le domaine de l'expérimentation. Donc voilà sur la question de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est pour moi pas a priori un mouvement citoyen, je ne le classerai pas là-dedans, là-dessus. Alors sur la question de l'État, alors oui, effectivement, attention, une société, je dirais sans État, ne veut nullement dire une société sans règles. Là, on est entièrement d'accord là-dessus. C'est une chose qui est amusante, d'ailleurs, je reviens sur le voyage en Misarchie d'Emmanuel Lequesne, je reviens là-dessus, où il arrive, en fait l'histoire, c'est un roman, c'est un avion qui s'est scratché dans une zone du monde, les passagers sont sains et saufs, et il y en a un qui va chercher du secours, et qui tombe dans cette société qui s'appelle la Misarchie, dont on nous avait tous caché l'existence, mais elle existe en fait, cette société. Et en fait, donc il rentre là-dedans, et puis très vite il s'aperçoit qu'il y a des règles justement, mais elles fonctionnent différemment. Lorsqu'on est accusé, il y a des lois qui ont été dictées, il y a des jugements qui sont faits, et puis vous avez des avocats. Et les avocats, ils ne sont surtout pas rémunérés par ceux qui sont accusés. Ils sont rémunérés par la société et avec une formule, je crois, d'intéressement à la façon dont ils défendent bien ou pas bien leurs clients. Enfin, je ne sais plus, il faudrait relire le livre. Mais c'est une société qui a des règles. En fait, on peut tout à fait imaginer dans les communs que nous avons déterminés, on peut tout à fait imaginer un commun, en quelque sorte, justice-police, qui ferait appliquer les règles, très clairement, mais d'une façon complètement différente de celle qui existe actuellement. Dans son livre, par exemple, c'est amusant, il est accusé d'un truc et il demande « qu'est-ce que je risque ?» C'est amusant, en fait, pour le petit délit qu'il a commis, le gars, parce qu'il ne comprenait pas bien la société. On lui dit non, finalement, il ne risque pas grand-chose, parce qu'il n'a pas rien, mais c'est plus une vertu pédagogique. Donc, on n'est plus dans le répressif, on est dans une toute autre logique, une logique très clairement de commun. Donc, oui, je pense qu'il y a des... Ça ne veut surtout pas dire absence de règles. Pareil, lorsqu'on parle de commun géographique, par exemple, un commun qui gérait des cotisations sociales. Moi, je défends, dans un de mes livres, un fonds salarial d'investissement, de façon à permettre de gérer de l'investissement de façon, je dirais, collective. C'est évident que la question de la cotisation, c'est obligatoire. On ne peut pas se soustraire à ça. Les unités productives doivent cotiser à ce fonds. Donc il y a des règles qui sont... Mais ce sont des règles qui sont communément acceptées. Alors, sur la question maintenant de zone à devoir, est-ce qu'il serait d'accord avec ce que je dis? Non, probablement pas. Et ça n'est pas grave. Moi, ça me va bien, je n'ai pas de souci avec cela. Mon propos, il est de dire que dans les mouvements citoyens, ils ont aussi une dimension qui est pluraliste. Je n'ai pas parlé de mouvements citoyens, je n'ai pas dit il y a 8 mouvements uniformes. J'ai dit il y a 8 familles de mouvements citoyens dans lesquels on retrouve, je dirais, des traits communs, des différences, une variété. C'est évident que le zadiste ne dit pas la même chose politiquement que l'adhérent de Terre de Liens ou les concepteurs de Terre de Liens. Ils ne disent pas la même chose, ça c'est sûr. Mais on retrouve, je dirais, les mêmes fondamentaux quand même que j'ai décrits, les 3 fondamentaux que j'ai décrits, qui sont la démocratie, la question de la contestation nourrit l'alternative nourrit la contestation. Et c'est vrai que le point, c'est peut-être sur le point contestation alternative que là on voit des poids assez différents entre les différents mouvements citoyens qu'on a énumérés. Et puis la question de la primauté du droit d'usage. Donc voilà, ça c'est le point. Alors maintenant la question, l'État obstacle, comment faire? Ça c'est un petit peu le débat du 16 novembre. J'ai un petit peu tendance à dire... c'est ce que vous saurez en venant le soir du 16 novembre. Non, mais on va surtout l'élaborer, c'est pas ça. Mais c'est vrai que ce sont des questions à poser. Alors, j'aurais une tendance à répondre comme ceci, en disant,
On ne peut pas. Alors, il y a des choses dont je suis persuadé. Une chose dont je suis absolument persuadé, c'est que ça n'est pas l'addition, y compris en complémentarité, des mouvements citoyens qui feront que l'État tombera et notre organisation se fera jour. Ça, je ne crois pas à ce scénario. Je ne crois pas à ce scénario parce qu'il y a la répression, très clairement, parce qu'on fera tout pour que ça ne se marche pas de soi-même, parce que je dirais qu'il y a un pouvoir qui est toujours là, qui est présent. Et je ne crois pas à ça. Je me souviens avoir rencontré un représentant de Barcelone, récemment c'était au mois de septembre, un représentant de Barcelona en Comú. Vous savez qu'il y a une liste municipale à Barcelone, dirigée par Ada Colau, qui s'appelle Barcelone en commun. C'est très intéressant. Et comme appellation, et on leur demande quel est leur projet politique. Alors, le projet politique, c'est clairement un projet politique de construction du commun. Et ils disent, ben oui, on a fait Barcelone en commun, on va essayer de faire Catalogne en commun, mais on ne fera jamais Espagne en commun. Ne pas assimiler, ne faites pas l'erreur. Podemos, c'est pas Barcelone en commun. Ce sont deux choses bien différentes, bien distinctes, même s'il y a bien entendu des liens entre les deux. C'est indiscutable. Il y a des membres de Podemos qui sont dans Barcelone en commun, mais dans Barcelone en commun, tout le monde n'est pas Podemos. Bon. Donc je referme la parenthèse là-dessus. Et ils disent l'Espagne, ben non, on ne fera jamais. Moi, ça me pose un problème, je ne le cache pas, ça me pose un problème. C'est qu'en même temps, ces mêmes personnes vous disent, ben voilà, nous ce qu'on fait, quand il y a une personne qui doit être expulsée de son logement, alors on appelle, et la mairie même appelle à se mobiliser en aide à cette personne. Alors on va aller se balader d'un quartier à un autre, pour protéger, mais ça c'est bien, mais un jour la question quand même de se débarrasser des huissiers et des forces de police qui font cette politique-là, elle va être posée. Je veux dire, on peut pas court-circuiter. Alors comment y répondre? J'y répondrai pour l'instant de la façon suivante, c'est-à-dire que, l'hypothèse du grand soir, pour moi, n'est pas une hypothèse à exclure, mais ça ne sera pas une hypothèse de construction lente, je ne crois pas à ça. Ce n'est pas l'addition des alternatives qui d'elle-même fera émerger la nouvelle société, non parce qu'il y a des obstacles. Donc, il est possible que ça se fasse par un mouvement, à un moment donné, très rapide, ce qu'on appelle une révolution, très clairement, voilà, pourquoi pas? Il y a des moments historiques qui nous l'ont montré. Bon, ça, je veux dire, on ne va pas regarder dans une boule de cristal pour dire que ça ne va pas se passer. Et inversement, on sait que la question du pouvoir d'État, elle se trouve dans la question des élections aussi, hors période révolutionnaire. Puis que même de toute façon, période révolutionnaire, la question de la démocratie va se reposer. Il faut valider ces choses-là, de toute façon. Donc, il y a une construction à faire. Il y a une chose dont je suis persuadé, c'est qu'on ne peut pas s'affranchir de cette question, c'est pour ça qu'on se retrouve, je crois, le 16 novembre, et qu'en même temps, on ne doit pas revenir dans les travers d'autrefois, qui consistent à dire que ce sont des forces qui vont s'institutionnaliser. Non, très clairement, il faut que ce soit des structures politiques qui entament dès le premier jour, je dis bien dès le premier jour, l'émergence des communs, et qui dit émergence des communs, ce sont les mouvements citoyens qui feront la révolution, mais qui dit émergence des communs dit destruction de l'État. On a longtemps parlé dans le langage marxien, si vous vous souvenez bien, de dépérissement de l'État. Il y avait une vision qui consistait à dire l'État va devenir de plus en plus formidable, extraordinaire. La vision, je dirais, l'administration des choses, etc., qu'à la fin il va dépérir. Non, je crois que le XXe siècle nous a montré que ce n'est pas possible, ce n'est pas quelque chose. Je crois que dès le moment de la rupture, peut être une élection, la question de la destruction de l'État est littéralement posée. Ce qui ne veut pas dire la fin des règles et le bazar généralisé. Soyons bien clairs. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres remarques, d'autres questions? Oui, mais c'est par rapport à la question de l'État, parce que l'État en tant que tel, c'est éventuellement un appareil sécurité militaire,
c'est Bercy, c'est des choses qui ne sont pas faciles à bouger, mais globalement, l'État, il est pour l'essentiel gouverné par un gouvernement qui lui-même est élu, donc par des élections politiques. Alors, sauf à dire, voilà, on n'est pas d'accord avec ça, ce qui me fait réfléchir aussi d'ailleurs, hein, fatalement, puisque tu as parlé de révolution, enfin, on ne la fait pas tout seul, celle-là. Voilà, donc moi je me situe plutôt quand même dans le cadre des élections. Pour moi, l'obstacle, c'est pas l'État, parce qu'il ne faut pas confondre cause et conséquence. Pour moi, l'obstacle, c'est l'évolution des mentalités. La bataille idéologique, on l'a perdue par rapport au libéralisme, parce que finalement, toutes les questions que tu poses, tous les sujets que tu abordes, c'est des sujets anti-libéraux en termes de solutions et de propositions. Donc, pour autant, moi je n'ai pas la réponse, mais j'essaye de porter une analyse, enfin j'apporte une analyse qui est un peu différente, il me semble, en voulant plutôt mettre dans le sens de nos propres responsabilités, en tant que mouvement citoyen, pour fédérer un peu tout ça, faire évoluer les mentalités par rapport, par exemple, à la question de la propriété. Parce que quand on parle de commun, forcément ça pose la question de la propriété. Je suis à titre personnel adhérent et militant à Terre de Liens, que je connais bien, c'est une appropriation collective privée. Hein, on achète, il faut le savoir, hein, on achète des terres pour installer des paysans. C'est petit, hein, c'est marginal, mais c'est un sacré mouvement citoyen. Hein, parce que tu as parlé de la foncière Terre de Liens, mais c'est d'abord une association. Voilà, donc l'évolution des mentalités par rapport à ces questions de commun, par rapport à ces questions de propriété, ça c'est une hypothèse, il peut y en avoir d'autres, hein, on a tenté l'appropriation collective d'État, enfin, il faut réfléchir à tout ça. Et puis ensuite, la question de la délégation de pouvoir, que ce soit dans les syndicats ou dans les partis politiques, il y a eu, moi ça m'énerve quand j'entends le mot les politiques. Je veux dire, on est tous des politiques, ça ne veut rien dire ça, de dire les politiques. Et en fait, quand les journalistes disent les politiques, ils parlent des dirigeants politiques. S'il y a des dirigeants politiques, il y a d'abord des adhérents, il y a d'abord des militants, et il n'y en a pas assez, de mon point de vue. C'est facile à dire aussi, ça, mais voilà, il faut se poser ces questions-là, parce qu'il y a une masse de gens qui est en attente, mais il faudrait inverser les discours par rapport à ces questions de délégation de pouvoir, aussi par rapport à la question du fatalisme. Hein, voilà, il y a eu des luttes syndicales, la dernière qui a marché c'est 95, ça ne marche jamais, pourquoi s'emmerder avec ça? Parce qu'il faut parler crûment, hein, c'est comme ça qu'ils parlent les gens. Hein. Il faut aussi se poser la question de nos propres échecs. Voilà. Et voilà, donc pour autant, bien sûr que c'est pas simple, hein, mais je m'excuse d'apporter un autre éclairage que celui que tu as apporté, qui est quand même un peu différent. Voilà. Merci, très vite bien sûr. Je ne suis pas sûr que l'on puisse dire des élus qu'ils ont le pouvoir. Je doute, je suis même un peu persuadé du contraire d'ailleurs. En témoignage, le fait que l'on diffère régulièrement l'interdiction d'utilisation d'un truc, d'une molécule dont j'ai oublié le nom, à Bruxelles et un peu partout. Je ne suis pas sûr qu'ils ont le pouvoir qu'ils disent avoir. Je pense qu'il y a certainement une haute administration, ça paraît véridique, vraisemblable, mais qu'il y a des pressions organisées et je pense que ça ne va pas être des gens qui vont rouler dans le même sens que ce qu'on croit nécessaire. Deuxième truc, je pense que c'est un point de vue à peine motivé, qu'il ne faut pas prétendre à la suppression de l'État. Je ne parle pas de l'État actuel, je parle d'un État généreux, social, tous les mots qu'on utilise un peu entre nous. De toute façon, il y a dans toutes les sociétés, dans toutes les époques, des lois, des règles, des lieux où tout ça a été élaboré, des lieux où sont jugés ceux qui enfreignent les lois,
la mafia a des beaux tribunaux. Donc c'est du doute plutôt et des interrogations. Je compte jusqu'à 3, s'il n'y a personne, hein, ça va chauffer. Alors, oui, sur la question de l'État, et mais avant cela, la question de l'alternative révolution et élection. Mon propos, il n'est pas de dire que c'est moi ou vous qui allons faire la révolution. Et que ça, c'est par définition quelque chose qui est imprévisible. Un soulèvement est par nature imprévisible. On discutait tout à l'heure, 2 heures avant, et tu me rappelais, tu me disais, tu te rends compte, Lénine, lui, puisqu'on est en période d'anniversaire de 17, lui, Lénine, ne pensait pas voir la révolution de son vivant. Et ça s'est fait sans lui en février, et puis il est arrivé alors qu'il était réfugié en Suisse. Voilà, tout simplement. Bon, je crois que c'est quelque chose qui est imprévisible, et toute la question d'une révolution, c'est la question de qu'est-ce qui va déboucher après, et comment ça va se passer, et c'est là, ça, de ce point de vue, qui est peut-être la question la plus importante, et qui finalement est un petit peu la même, ça ne change pas tellement du débat qu'on a aujourd'hui, sur la question de la société qu'on veut, comment on veut la faire, etc. Bon. Ensuite, sur la question de l'État. Alors, État, appareil sécuritaire, bien sûr, mais on a aussi dit, c'est un État qui est gouverné par des gens élus, oui, c'est vrai. C'est à la fois une force et une faiblesse. Je vais revenir là-dessus. C'est-à-dire que si jamais il n'y avait pas des gens élus, ça serait ce qu'on appellerait une dictature. Je vous ferai quand même remarquer, et ça rejoint ce que vous dites sur la question des mentalités, je pense qu'on doit s'interroger très sincèrement sur l'émergence de toute une série d'États à façade démocratique qui glissent doucement vers quelque chose qui n'est plus du tout de la démocratie. J'ai en tête 2 États qui sont les archétypes de ces choses-là, c'est la Russie et la Turquie, très franchement, où on a officiellement des élections, mais des médias qui sont présents. On a une répression contre les forces d'opposition qui ne dit pas son nom. Même si je prends par exemple, je me tourne du côté même de l'Union européenne, on peut s'interroger. Vous savez qu'en Espagne, il est interdit de photographier un policier en action. Et si vous le faites et qu'on vous attrape, vous pouvez être passible de 2 ans de prison et d'amendes qui peuvent aller jusqu'à 300 400 000 euros. Souriez, vous êtes filmé. Donc voilà, est-ce qu'on est franchement dans une démocratie à ce niveau-là? J'ai une grande interrogation, nous n'en sommes pas là. Je crois qu'il y a entre dictature et démocratie toute une série de zones grises sur lesquelles aujourd'hui il conviendrait de s'interroger en tant que processus historique. Alors on a connu des États, un État beaucoup plus souriant, qui est ce qu'on a appelé l'État social. Je faisais référence au livre de Christophe Rameau, bon, on a l'impression qu'il a envie de revenir à ça. Bon, moi, il me semble que cet État social qui est né, il est né dans des circonstances très particulières, qui a été des circonstances, bon, typiquement la révolution, la libération. On a vu l'émergence un petit peu de la même chose d'ailleurs de l'autre côté de la Grande-Bretagne, qui a vécu la guerre différemment de nous, hein, mais qui a fait d'énormes sacrifices, s'est retrouvé avec un gouvernement travailliste du jour au lendemain en 1945, le gouvernement de Clément Attlee, et il y a eu constitution d'un État social en Grande-Bretagne, alors que ce n'était pas gagné auparavant, pour être très très franc. Il me semble que cet État social est un État qui a pu apparaître à un moment donné historique très particulier, et à un moment donné où le capitalisme n'avait pas encore épuisé tout son potentiel progressiste. Je m'en explique. On était dans une période, je dirais, peut-être de reconstruction, mais en même temps de bouleversement technologique énorme, avec des gains de productivité énormes, qui permettaient d'avoir à la fois une augmentation du progrès social, et c'est passé par le canal de l'État, attention,
contre d'ailleurs les salariés. Hein. Je vous parlais de la sécurité sociale tout à l'heure. Ça a été conçu comme une institution indépendante et l'État a cherché à mettre le grappin petit à petit là-dessus. Je crois qu'il ne faut pas oublier cet aspect de choses. Mais on a vécu une période dans laquelle il était capable de satisfaire à la fois la classe salariée et à la fois la classe des possédants qui se retrouvaient avec, je dirais, une valeur de leur capital productif qui progressait. Une très belle mécanique qui s'est verrouillée dans les années 1970. Et pour toute une série de raisons, que je ne détaille pas là, mais que je vais prochainement publier sur le site de l'association Autogestion, et puis des raisons qu'on est en train de mettre en avant avec Pierre Zarka notamment et d'autres là-dessus, je pense que cette période est une période qui ne peut plus revenir. Je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, tout progrès social nouveau est contradictoire au maintien du capitalisme. Il n'y a pas d'étape intermédiaire, je le pense de façon très certaine. Ensuite, sur la question de l'État. Attention, un État, il a une définition. Il a une définition qui est schématiquement celle qu'a donnée Hobbes dans le Léviathan. Hobbes, dans le Léviathan, il y a un chapitre bien particulier où il dit très clairement que je veux dire, le système représentatif, il est là pour empêcher le peuple d'avoir une expression autonome. Sieyès ne dit pas la même chose, dit la même chose au moment de la Révolution, où il dit, attention, le peuple ne peut pas parler par lui-même parce qu'il n'est pas qualifié pour. Donc il faut qu'il élise des représentants, et ce sont ces représentants qui représentent l'État et la nation. Et ça nous donne en fait une démocratie, qui est la démocratie qu'on a actuellement en France. On n'est pas la Turquie, on n'est pas la Russie, on peut mener ce débat relativement tranquille, et je ne pense pas que je vais me faire arrêter à la sortir de ce débat, tout va très très bien. Tout va très bien. Mais on est quand même dans un État dans lequel on élit des gouvernements qui font ce qu'ils veulent pendant un laps de temps donné. On a une constitution, qui est celle de la Ve République, dans laquelle on a un président élu, et très rapidement après on a des élections législatives, qui se passent dans des scrutins de circonscription, qui fait qu'on est à peu près sûr statistiquement d'obtenir une majorité stable pour le président de la République et les gouvernements qu'il va nommer. Donc on a une architecture institutionnelle dans laquelle on donne des mains libres à des représentants pendant toute une série d'années. Et ça nous donne quoi? Alors ça nous a donné des choses de compromis dans des années où le compromis était possible avec le capitalisme. Alors on a eu de très belles années, je dirais, il faut être clair. Rappelez-vous une expérience de gauche, celle de Jospin en 2000. Je ne vais pas dire que c'est une année où on a beaucoup privatisé. Il y a beaucoup de choses à dire sur les années Jospin, mais c'est quand même l'année où Aubry a pu faire. On a eu la loi Aubry de réduction du temps de travail, qui a eu des effets positifs, négatifs, mais des effets positifs. C'est quand même un élément, je dirais, de progrès, quoi qu'il en soit. Et quand on compare avec les années Hollande, mais c'est catastrophique. Et il y a quoi entre les deux? Il y a 15 ans d'écart, ou 10 ans, 12 ans d'écart. Mais c'est parce qu'on est à un niveau qui est beaucoup plus tendu aujourd'hui. Quelle est la mesure progressiste qu'a prise Hollande? Moi j'en connais une, le mariage pour tous. Elle n'est pas économique. Elle n'est pas, enfin, elle est sociale, mais elle n'est pas économique. Voilà. C'est simple, hein. Le mariage pour tous. Il n'y a que ça. Je ne vois pas d'autre chose. Tout le reste, il n'y a eu que régression sociale à tous les niveaux. Et là, le gouvernement Macron continue. Et il est dans un cadre politique où il peut faire ce qu'il veut. Alors voilà pourquoi je pense très sincèrement, l'État aujourd'hui, je crois qu'on en a pas conscience, c'est ce qu'on appelle l'État-nation. D'ailleurs, on l'assimile à la nation. L'État-nation, c'est pour ça que les questions de citoyenneté sont d'ailleurs posées par les associations d'aide aux migrants et tout. Qui est citoyen? Là, c'est une question qui est posée. Il y a l'État-nation, et je crois que c'est sincèrement cet ensemble qu'il convient de détruire. Parce qu'on ne peut plus raisonner aujourd'hui dans les mêmes termes, qu'on doit raisonner avec des règles, ça c'est très très clair, on doit raisonner, mais bien sûr qu'il faut qu'il y ait, enfin c'est ce que je vous ai dit quand j'ai lu le livre d'Emmanuel Docès et autres, il y a comment ça s'appelle, il y a des règles qui doivent être établies, mais qui ne seront pas forcément sur l'échelle des nations. On peut tout à fait imaginer des imbrications régionales, municipales et autres. Il faut reposer les questions de souveraineté entièrement. Je n'ai pas réponse à toutes les questions, heureusement, d'ailleurs, ça serait triste. Mais il y a beaucoup à inventer là-dessus, mais je pense qu'on doit le penser.
bon, même si je ne suis pas du tout d'accord avec le municipalisme libertaire, par exemple, hein, de Murray Bookchin, par exemple, ce que les Kurdes de Syrie nous disent aujourd'hui me paraît fondamental. Je ne suis pas d'accord avec leur théorie, hein, sur bien des aspects. Mais ce qu'ils nous disent me paraît fondamental. Ils disaient, autrefois, on se battait pour l'indépendance du Kurdistan par rapport à la Syrie. On se débattait pour l'indépendance du Kurdistan par rapport à la Turquie. Aujourd'hui, c'est fini. On ne se bat plus pour ça. Et ils sont en désaccord avec les Kurdes du PDK du côté irakien. Ils disent quoi? Ils disent non, nous nous battons pour des communes souveraines, de démocratie directe, etc., dans lesquelles toutes les populations peuvent coexister. Que ce soit, je dirais, les Kurdes, les Turkomans, les chrétiens, musulmans, arabes et autres, toute religion, toute machin, puissent coexister. C'est ça qui nous paraît. Et il me semble que dans cet environnement, de toute façon, dès qu'on commence à poser la question de l'État, dès qu'on commence à poser la question de séparer sur des vous savez, on ouvre la porte au déplacement de population, et l'Europe a connu des déplacements de population absolument terribles durant, je dirais, tout le XXe siècle. Je crois qu'il faut rompre avec ça, je crois qu'il faut rompre avec cette logique pour aller vers une autre logique, qui est une logique d'émancipation, la logique du commun. Alors sur la question de l'évolution des mentalités en tant qu'obstacle, oui, c'est vrai, c'est une bonne remarque. C'est vrai. Alors, est-ce que c'est un obstacle, encore une fois? Moi, je ne pense pas que ce soit un obstacle. Je pense que c'est un état de fait. C'est pas un obstacle. Aujourd'hui, c'est vrai, le libéralisme nous pousse à nous replier chacun sur soi. Voilà. Sur la question, alors vous reliez aussi sur la question de Terre de Liens, qui c'est vrai est une association, je suis aussi membre, c'est pas, voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cadre actuel de la société, Terre de Liens est propriétaire, il y a une foncière qui est propriétaire de terre. Bon. Mais je pense que les gens qui sont dans Terre de Liens, moi j'y suis en tout cas, vous aussi, je pense qu'on ne le fait pas dans une logique propriétaire, et vous et moi. On le fait dans une logique de préservation des terres, tout simplement pour laisser aux générations futures l'usage de ces terres, et surtout qu'elles soient sorties du marché. Il y a cet aspect sorti du marché, très très important, et de préservation, bien entendu, vers une agriculture biologique. Pour les générations futures. Nul doute que dans les débats, je dirais, qu'on a sur la question du pouvoir, oui, les lobbies sont aujourd'hui extrêmement présents. On le voit sur la question du glyphosate, là, actuellement. C'est un vrai débat qui est posé. Les lobbies sont-ils un obstacle? Non, ce sont nos ennemis, ce sont les expressions du patronat, ce sont nos ennemis. Ça, je reste absolument persuadé de cette définition. C'est l'expression de ça. Bon. On a des progrès effectivement à faire là-dessus. Il y a heureusement des ONG, on parlait de mouvements citoyens, des ONG qui, à mon avis, sont présents, font des composantes de ce mouvement citoyen dans des contre-argumentaires, etc. Malheureusement, évidemment, pas assez puissants. Encore quelqu'un? On n'est pas de ma vie que je fais ça. Eh ben, ouais, attends. Je donne la parole à ma femme. Il n'y a pas droit. Moi, je voudrais aborder un autre sujet. Parce que vous dites qu'il ne va pas y avoir une révolution. Moi, je pense qu'il va y avoir une révolution climatique. On n'a pas du tout abordé cette question de la place des mouvements citoyens dans cet enjeu de société pour nos enfants, pour l'avenir, comment on va vivre. On pense qu'il y aura des déplacements de population. Enfin, un tas de choses. Vous êtes resté toujours un petit peu à la marge, mais vous n'en avez pas vraiment parlé de cette révolution, entre guillemets, climatique et du rôle des mouvements citoyens. Ici. Je monte dans les films. Donc tu as évoqué les dictatures, Russie, Turquie, etc. Moi je m'interroge quand même en France parce que il y a le droit de manifester. Alors je pense pas que tu ailles en prison en sortant de la salle, mais quand même, le droit de manifester, il y a des morts. Les flics tuent, par exemple Sivens. J'ai lu dans l'Humanité d'hier, je crois, je sais pas si c'est un cheminot, non, il travaille dans le bâtiment. Il a envoyé des confettis, il a dû coller quelques autocollants,
et il est 17 000 € d'amende, et je crois même de la prison. Alors je me pose la question si on n'est pas en train de glisser vers une dictature en France. Moi, je suis quand même très inquiet. La chasse aux sorcières des syndicalistes, particulièrement ceux de la CGT d'ailleurs, ça pose vraiment des problèmes. Alors tout ça, c'est pour faire peur aux gens. C'est aussi pour dire, voilà, bougez pas, notre politique, c'est la seule valable, bon, celle de Thatcher, etc. Bon, on connaît tout ça. Voilà. Donc, je suis quand même inquiet par rapport à ça. Et je voulais intervenir aussi sur les mutuelles. Nous, dans mon entreprise, c'est le patron qui décidait, c'est la complémentaire maladie, ça sera une compagnie d'assurance privée. On s'est battu avec les camarades pendant des années pour avoir une vraie mutuelle. Jamais, les autres syndicats d'ailleurs étaient d'accord avec le patron, bon, on n'a jamais pu mettre ça en place. Et puis une année, ces compagnies privées d'assurance qui versent des dividendes, etc., disent il n'y aura plus de solidarité actif-retraité. Donc les retraités se retrouvent avec des... Vous restez dans notre compagnie d'assurance, mais vous aurez 20% d'augmentation de cotisation, etc. Donc on a mis en place un collectif et on a adhéré à ce qu'on appelle aujourd'hui la mutuelle, qui soutient nos rencontres de l'atelier. Donc c'est une vraie mutuelle. Il y a une assemblée générale, on discute de la cotisation, des prestations, etc. etc. Donc c'est la vraie mutuelle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, alors on a commencé à 130, on doit être plus de 300 maintenant, mais il y a des gens qui sont là-dedans et qui font de la prose sans le savoir, quoi. Ils viennent parce que la cotisation est moins chère que dans une compagnie d'assurance privée à prestations égales, hein, parce que il y a toujours des compagnies privées moins chères, mais les prestations ne sont pas les mêmes. Donc à prestation égale, la cotisation est moins chère, et c'est pour cette raison qu'ils y viennent. Ce n'est pas forcément pour des raisons politiques. Alors il y en a qui viennent pour des raisons politiques, votre serviteur par exemple, et puis d'autres, mais ce n'est pas la majorité à mon avis, hein. Alors quand il y a une assemblée générale, toujours je m'efforce de faire un peu de politique là-dedans, et je pense que le directeur de la mutuelle en fait aussi. Ça permet aussi aux gens de... Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à... Puisque c'était un exemple que tu as donné, voilà. J'ai une petite question. Oui, puisque vous avez parlé du rôle de l'État, et puis tout à l'heure vous avez fait allusion aux élections, on vote, et puis pendant 5 ans on délègue. Mais en fait, qui délègue? Parce que quand on voit le nombre d'abstentions aux dernières élections, on se demande un petit peu qui a élu ou a refusé d'élire quelqu'un d'autre. Enfin, et finalement, est-ce que l'espoir, ce ne serait pas pour ramener à la politique, au bon sens du terme, ces mouvements que vous avez évoqués, plutôt que les partis politiques traditionnels, dont je pense que les jeunes en particulier se détachent ou ils les ignorent. Et est-ce que le salut, ce ne viendrait pas justement de ces mouvements citoyens où pourraient s'engager les jeunes qui sont particulièrement absents ce soir? Justement, le problème, c'est la motivation. Or, pour être motivé, il faut que les problèmes en question concernent sa vie. Donc, tous les gens qui refusent de voter, bon, pour les raisons dont tu as parlé, Benoît, eh bien, ils ne vont pas se déplacer. Bon, mais par contre, effectivement, j'en reviens à l'exemple, pourquoi pas des JO, pourquoi pas des... Quand le pouvoir, l'État, les patrons viennent empiéter sur ton espace vital, concrètement, eh bien là, tu es mis au pied du mur, et comme disait Alain, eh bien là, tu fais de la prose sans savoir, c'est-à-dire que tu es amené à faire vraiment de la politique, de la vraie politique. C'est-à-dire que tu prends tes choses en main, et tu fais ce que tu as à faire. Pour moi, c'est ça le sens des ZAD, qu'on pourrait aussi dire zone d'autonomie qu'on voudrait définitive.
Là, effectivement, il y a des règles. C'est pas n'importe quoi, c'est pas le bordel dans le sens macronien. C'est quelque chose où on construit des communs, où chaque jour on discute de l'usage. C'est ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, c'est ce qui se passe un peu à Bure. Et par rapport justement, alors c'est beaucoup de choses, je rebondis par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Quand tu as décrit la Russie et la Turquie, ça m'a fait quand même penser à la France macronienne et aux élections. Ça m'a fait penser aux États-Unis. Et donc on est tous dans le même chaudron. Et là, il va falloir que tous ensemble, à un moment ou à un autre, on prenne le taureau par les cornes, mais collectivement, et pour créer du commun, et sur la base de l'usage. Rapidement, alors, parce que bon, il est 20h, et puis je pense qu'on va demander à Benoît Boris de conclure. Alors, encore une question. Deux. Allez, deux, et puis après, on vous passe le micro pour qu'il puisse conclure. Moi, c'est à propos des élections, de la motivation. Je pense que dans ce domaine, la consultation du peuple bute sur un obstacle. On va parler d'obstacle tout à l'heure. La loi électorale, c'est l'obstacle. Je me déplace pour aller voter. Je vote pas dans le sens qui m'est donné. Et mon vote n'est pas décompté. Il est le même que si je ne m'étais pas déplacé. Et je considère que là, il faut modifier cette loi électorale pour que la démocratie soit véritable. Moi, je voulais intervenir sur la mutualité. On a parlé des mutuelles et je suis un délégué dans une mutuelle. Et en fait, les mutuelles, elles ont été créées parce que, évidemment, la sécurité sociale, n'était plus... elle laissait, disons, une grosse part de ses fonctions à ces mutuelles. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une dérive formidable. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la discussion du plan du PLFSS de la sécurité sociale est en pleine discussion. Moi, je reviens d'une réunion où, justement, on n'a pas encore tous les résultats de ces discussions, mais déjà, pour 2018, on sait que les mutuelles, grosso modo, vont augmenter à peu près de 5. C'est une moyenne, hein, parce que comme les mutuelles sont concurrentielles, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, et ce qui est bien dommage d'ailleurs, et bien on va augmenter, enfin, toutes les mutuelles vont augmenter de 2-5%, alors qu'on sait que la sécurité sociale, si on mettait cette somme directement à la sécurité sociale, elle pourrait assurer ce besoin qu'on a besoin, qui est utile. Et aujourd'hui, on ne peut pas le faire, simplement parce que c'est un lobby, la mutualité. Et en plus, il y a une confusion entre les mutuelles et les mutuelles assurantielles et la mutuelle, les mutuelles. Donc, voilà, alors c'est une question que je pose, c'est comment faire pour que, normalement, en fait, la mutualité n'existe plus, quoi. On revienne au principe de la sécurité sociale, comme la CNR l'avait institué en 1945. Oui,
Oui, alors d'abord un grand merci à Madame Goldberg d'avoir trouvé le 9e, la 9e famille de mouvements citoyens. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Effectivement, il y a des mobilisations citoyennes sur la question des climats qui se font, dans lequel on retrouve le côté mobilisation au moment où des sommets se tiennent, etc. Et en même temps, alors je l'avais cité au détour des ressources naturelles, mais en fait j'aurais dû faire une catégorie à part, c'est vrai, on voit qu'il y a en même temps un mouvement citoyen alternatif pour construire des solutions énergétiques en termes d'énergie renouvelable. On pense à la coopérative Enercop. On pense aussi à des coopératives de citoyens qui se montent localement pour ici monter une éolienne, pour commencer à ici des panneaux solaires et autres choses, de la biomasse et autres, pour commencer à assurer, sans parler de municipalités qui développent aussi des choses très intéressantes en termes de chauffage urbain, en termes d'alternatives. Donc on voit tous ces aspects, je dirais, et je pense que oui, c'est vraiment une neuvième catégorie de mouvements citoyens. Alors on a beaucoup parlé mutualité de cette catégorie, effectivement, dont j'ai parlé. Oui, entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit, enfin, c'est sur la question de la dérive formidable des mutuelles, qui aujourd'hui, c'est vrai, se distinguent de moins en moins, enfin tout au moins pour les grosses, des assurances privées. Mais on est content de voir qu'il y a effectivement des initiatives qui sont prises. Je crois qu'Alain, tu nous as montré un exemple très très concret d'une initiative qui se prend. Moi, je le relie à ce que je vous avais expliqué sur l'UNAM et Alternative Mutualiste. Et oui, je suis d'accord. Je crois que la mutuelle, pour moi, c'est l'expérimentation. Alors, la mutuelle au sens original du terme, mais qu'on voit aussi encore maintenant à travers différentes initiatives. Et ça n'a de sens, et je suis d'accord avec vous, qu'à partir du moment où ce mouvement mutualiste se place dans une perspective de généralisation, d'extension de la sécurité sociale, ce que fait Alternative Mutualiste sans aucun problème, hein, je veux dire. Et donc là-dessus, donc je crois que le vrai mouvement mutualiste originel, c'est un mouvement pour moi d'expérimentation qui cherche à créer du politique au final, et c'est ça que nous recherchons. Oui, sur la question de la démocratie, je suis d'accord avec toi encore Alain là-dessus, hein, c'est vrai, on va un petit peu facilement. Je crois qu'aujourd'hui il y a, et c'est pas un hasard si j'ai cité l'Espagne qui est quand même un pays proche, et puis c'est vrai qu'on commence à voir aujourd'hui en France aussi des dérives qui sont quand même étonnantes. On peut aussi citer le coup de l'état d'urgence, où quand même c'était officiellement sur la question de l'islamisme, et puis on voit des militants écologistes assignés à résidence au moment de mobilisation sur le... Ah, c'est quoi cette affaire? Bon, il y a un mélange des genres qui est absolument incroyable. On voit et c'est en plus de ça constitutionnalisé maintenant, légalisé. Hein. C'est de façon permanente, quoi. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. De toute façon, ces États, je crois que c'est quelque chose dont il faut vraiment regarder de plus en plus. Il y avait le fameux bon mot de Woody Allen. La dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est cause toujours. Pendant longtemps ça a été ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui la démocratie commence à rentrer dans une zone d'ombre. Enfin, la démocratie cause toujours, est en train de tourner dans une zone d'ombre qui devient effectivement de plus en plus autoritaire. C'est un phénomène qu'on voit et qu'on va voir, dont il ne faut surtout pas mésestimer. Sur la question donc de la démocratie, de l'abstention. Oui, c'est vrai qu'on a une abstention qui est quand même relativement forte ces dernières années. Je ne suis pas sûr qu'elle ne soit pas remontée un petit peu à la faveur des dernières élections, mais c'est vrai qu'elle est inquiétante. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'abstention aussi chez les jeunes. Et c'est vrai que le problème qu'on a, je crois que je suis d'accord, c'est bien avec vous, là, c'est bien le grand défi qui nous est posé, il me semble, c'est de comment faire le lien avec ces alternatives et la construction de la politique. C'est vrai, je pense que c'est vraiment le défi qui nous est posé. Je crois qu'à partir du moment où on est d'accord sur l'idée que ce sont les mouvements citoyens qui feront la transformation sociale, et ça j'en suis absolument persuadé, je romps complètement avec toute logique délégataire, avec toute logique substitutiste, comme quoi il y aura une avant-garde qui fera la transformation sociale. Je rejette tout ce fatras, je dirais, politique. Je suis persuadé que ce sont les mouvements sociaux qui le feront. Et là, ça nous amène un petit peu au débat
du 16 novembre, hein, très clairement, hein, là, vous avez fait le lien avec, c'est comment faire pour qu'effectivement ces mouvements sociaux qui, seuls, isolés, à mon avis, ne construiront pas une alternative, ça j'en suis absolument persuadé, et pourtant les jeunes sont très souvent dans ces mouvements, et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais comment faire pour construire avec eux du politique qui soit sérieux? Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on est posé face à l'État, c'est pour ça que je le pointais comme obstacle. Donc on est obligé quelque part, à un moment donné, de jouer le jeu électoral. Il faut le jouer, parce que de toute façon, la révolution presse-bouton, ça n'existe pas et on le sait. Comment faire pour se réengager dans le jeu institutionnel sans refaire à nouveau une trahison, sans refaire une classe politique qui se sépare de la population de ces mouvements sociaux, etc. Je crois que c'est certainement ce que les jeunes un petit peu attendent, et peut-être que leur présence aujourd'hui dans les mouvements sociaux, à la base, traduit un petit peu ce scepticisme par rapport à cette possibilité de construire. Personnellement, je ne pense pas que l'autoconstruction des mouvements sociaux seule aboutira, enfin je dirais qu'il n'y a pas de génération spontanée d'alternative à partir de ces mouvements sociaux. Par contre, ça j'en suis persuadé. Je ne sais pas si j'ai répondu à tous. Mais il faut qu'il en reste pour la semaine prochaine. Pour le mois prochain. Sur la partie. Non, je ne reviens pas la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. J'aime bien vos leçons. Mais sous peu. Bon, écoutez, je pense qu'on peut tous remercier Benoît Boritz pour ce bon moment de tout ce qu'il nous a apporté, tout ce bon moment de réflexion. Et puis, eh bien, au prochain numéro, puisque c'est exactement la suite de ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque le 16 novembre, donc Benoît Boritz, Olivier Maillan et Pierre Zarka viendront essayer de nous aider à répondre à la question « Quelle organisation politique pour que la communauté humaine ait le premier rôle ?» Alors, merci à vous, et je pense qu'on peut l'applaudir. Je voudrais également remercier nos partenaires, l'Humanité, Réseau Salarial, Politis, Espace Marx, Cerise, Regard et l'Observatoire des mouvements de la société. Alors, en ce qui concerne Regard, vous pourrez vous acheter le dernier numéro au fond là-bas. Vous trouverez également quelques exemplaires qui sont gratuits des journaux de nos partenaires et de La Montagne, qui a réalisé une très bonne interview, comme l'a fait également RMB, de Benoît Boritz, ce qui n'est pas négligeable pour le rayonnement, entre guillemets, de l'atelier. À propos du rayonnement de l'atelier, vous savez que si nous sommes une association, nous ne bénéficions pas des gratifications pécuniaires de la municipalité de Montluçon, mais vous avez au fond une petite boîte où vous pouvez apporter notre aide. Vous pouvez également nous apporter votre aide en venant participer aux travaux de l'atelier, en venant à nos réunions et en devenant éventuellement membre participant de nos activités. Je ne voudrais rien oublier, parce que sinon je vais ranger les chefs. Oui, alors, bien, je vais lancer un dernier appel, c'est de nous aider au rangement de la salle. Voilà, donc rendez-vous le 16 novembre.